Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Salut la gang, bienvenue dans Processus, édition du 24 février, édition post-olympique. J'espère que vous allez bien. On a beaucoup de choses à discuter en lien avec la mission de Processus, parler des jeunes, évidemment, de 23 ans et moins, la suite des choses pour Équipe Canada. Qu'est-ce qui va se passer dans les 4 prochaines années afin qu'on rapatrie la médaille d'or olympique au bercail? Ce sera notre sujet important aujourd'hui dans l'émission. Martin Thériault, Marco D'Amico, nouveau papa qu'on fait décide. Content de t'avoir avec nous autres, Marco. Moi aussi. Écoute, la journée a probablement commencé à 4-5 heures pour vous autres. Moi, elle a peut-être commencé hier. Là, ton petit gars a déjà regardé du hockey dans les bras, papa. Oui, absolument. Écoute, on a regardé le match Canada-Finlande ensemble. Il a fait un petit fist quand McKinnon a fait son but à la fin. Donc, écoute, déjà baptisé dans le monde du hockey. Très content, mais très chanceux. Et que dire du travail de maman? C'est oui. la vraie MVP là-dedans. Exact. Puis assurément que le petit garçon va être un amateur de hockey. Il va suivre les traces à son père. Ouais, je pense qu'il n'y a pas le choix. J'ai hâte de voir lorsque Matteo D'Amico va rapporter une transaction en 2050. Et là, on va en parler avec un éventuel descripteur, Justin Marcotte, des gros comme ça. Ça va être intéressant. Hey, mon petit gars a fait son premier coup de patin officiellement hier. Wow, il doit être déjà aussi bon que moi d'abord. Mais non, un vrai coup de patin. C'est tenu debout 2 ans et demi. Là. Fait que quand même... Correct, ça. On tempère nos attentes, mais il a fait un premier... là. Tu sais, il a poussé là, un petit peu là, pour la première fois. Début à tout, on continue de l'encourager sur patin. Juste avant de commencer, puis sauter dans le vif du sujet, parce qu'il faut qu'on parle de Gavin McKenna aussi. Puis tant qu'à parler de Gavin McKenna, on va faire un petit survol des espoirs du Canadien dans notre top 5 de la semaine qui évolue dans la NCAA. Puis on aura à nouveau l'espoir de la semaine de Marty en toute fin d'émission. Juste vous rappeler, petit rappel important, si vous aimez BPM Sport, vous pouvez porter exactement le même chandail que notre chum Marty ce matin. Le chandail officiel de BPM Sport. On a des casquettes, des hoodies, des t-shirts originaux. C'est parfait pour représenter votre gang. On vous invite à visiter notre site web dans la section boutique ou encore plus simple, on vous invite à scanner le code qui apparaît à l'écran en ce moment avec votre téléphone. Ça vous amène directement à la boutique. On vous invite à supporter BPM Sport si ça vous tente. Et être beau en même temps, ça fait toujours une bonne différence. Comme Marty, avec son T-shirt au couleur de BPM Sport. Messieurs, défaite du Canada. Crève-cœur, c'est certain. Le but de Jack Hughes, le but en or, marqué dimanche matin, alors que le pays en entier regardait ça. On échappe l'or olympique. Peut-être un petit commentaire de votre part en lien avec ça. Ben, je vais te laisser commencer. Je veux simplement mentionner que notre producteur a décidé de narguer un peu tout le monde dans cet épisode-là. Ouais. Écoute, chandail de Jack Hughes en ce moment, écoute, ordinaire. Quand même spécial. La seule façon que Jack Hughes peut faire mal au Canada, c'est en marquant 3 contre 3. I rest my case. Ou en se faisant claquer un bâton d'en face puis avoir une pénalité de 4 minutes. Ouais. Mais écoute, non, moi je pense que Jack Hughes a eu un très bon tournoi, là, je le cacherai pas, il m'a impressionné. Il était invisible aux 4 nations, il a su lever son jeu, spécialement avec la saison décevante qu'il vit en ce moment, là, mais si c'est un Toronto thing avec Mitch Marner, je pense que c'est un New Jersey thing aussi avec ce qui se passe avec Jack Hughes en ce moment avec les Devils. On verra comment ça va évoluer, mais très content pour lui et son frère de pouvoir vivre ce moment ensemble. 2 des meilleurs joueurs d'équipe américaine durant ce tournoi-là. Pour moi, ça s'est gagné dans les buts. Je pense que j'apprends ça à personne. Connor Hellebuck, pour moi, était le MVP de la finale. Excellent, époustouflant. Des arrêts qu'on va voir dans les faits saillants de tournois internationaux pour des décennies à venir, selon moi. Spécialement son arrêt avec le bâton sur Devon Taves. Aïe, aïe. Donc, pour moi, chapeau. Et je pense vraiment où on peut dire que les États-Unis ont gagné ce match-là. Oui, bien sûr, le 3 contre 3, je comprends. Mais c'est la discipline de leurs joueurs de jouer une game qui ne compromettait pas l'équipe. Et quand tu as regardé comment le Canada a joué en prolongation, tout le monde voulait être l'héros.
Ça, c'est mon plus gros problème. Ouais. Connor McDavid qui essaie de déjouer 3 personnes. Pourquoi? Parce que Mitch Marner l'a fait en quart de finale. The hell, man? Même chose avec Nathan McKinnon qui soit blessé, malade. T'es dans une finale, il y a une médaille d'or, t'es en prolongation, puis tu joues mal de même parce que t'as trop étiré ton shift. Un peu problématique de mon côté. Donc, encore une fois, et s'il y a les heures de Lynx parmi nos auditeurs et auditrices, bien sûr, le jeu agressif de Cale Makar en prolongation pour essayer d'apponner la rondelle à place de faire le bon jeu défensif. C'est des moments d'anxiété, manque de discipline que les Américains, eux autres, n'ont pas démontré durant le match. Ils ont joué très serré devant Hellebuck, puis quand que le Canada se rendrait à Hellebuck, Hellebuck faisait l'arrêt. C'est comme ça que ça s'est gagné, ce match-là. Ouais, ben écoute, je pense que oui. Puis je pense que du côté des Américains, bon, le 3 contre 3, je suis même endroit que Marco, je pense que c'est exactement ça. Les équipes de la LNH jouent de façon patiente, toutes sans exception, là, jouent de façon patiente au niveau de la structure. On ne donne aucun pouce. Même parfois, on aurait des occasions d'amener des surnombres, de déborder des défenseurs et on se garde une gêne. On revient parfois dans la zone. Ça, je pense que c'est important. Mais je pense que ce qui est important de mentionner chez les Américains, une défense qui, en passant, est assez jeune. Il y a un défenseur seulement de plus de 30 ans dans cette brigade-là. C'est de la façon que la brigade défensive s'est débrouillée, mais la cohésion qu'on a montrée également. On était capable d'avoir vraiment, là, je trouve, les paires parfaites. Quinn Hughes, qui est excellent offensivement, des problèmes parfois défensivement, pas de problème, seulement avec Charlie McAvoy, qui est physique, qui est excellent dans sa zone, qui est bon pour bloquer la ligne bleue. Là, t'arrives sur la deuxième paire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais la paire de Jacob Slavin et de Brock Faber a été étouffante au possible. C'était parfait. T'avais un mélange de joueurs qui se laissaient pas intimider dans les coins, qui étaient capables de relancer, qui étaient capables, sans apporter une tonne de choses offensivement, on faisait ce qu'on avait à faire. Puis la troisième paire de Jake Sanderson et Zach Werenski, je veux dire, c'est à peu près parfait. Puis je pense qu'on l'a vu tout au long du tournoi. Oui, ils avaient un groupe plus facile que les autres, mais ils ont été capables de se débrouiller et ils ont surtout été capables de faire progresser leur jeu tout au long du tournoi. Et bien, ça leur a rapporté dimanche. Puis les États-Unis, il faut se le dire, là, des 8 défenseurs qui ont apporté au tournoi, 7 des 8, c'est des défenseurs numéro 1 de la Ligue. Exact. Est-ce qu'on peut dire ça du Canada? Pas vraiment, non. T'sais, Et malgré tout, si on rejouait le match final 100 fois, probablement que le Canada gagnerait 95 fois. Le Canada avait 5,8 buts anticipés au 2,7. Fait que le monde qui juge, by the way, Jordan Binnington, il a sauvé 0,7 buts plus qu'on s'attendait. Donc, les statistiques s'attendaient à ce qu'il laisse rentrer 3 et qu'un gardien normal aurait laissé rentrer à peu près 6 buts avec le Canada. Puis ça, c'est les buts, by the way, faut comprendre. Ça, c'est dans le contexte de l'offensive où ce que le tir a été compté. Fait que tous les poteaux que le Canada, ça ne compte pas. Fait que ajouter 1 à ça. Puis les États-Unis ont frappé 2 poteaux sur le même jeu. Donc, c'est quand même intéressant la façon que les choses se sont développées. C'était un match très serré, mais on voit vraisemblablement la faiblesse d'équipe Canada est en défensive. Pas d'un but, ça a l'air. Est en défensive. Et ça a été mis à l'évidence, spécialement avec la blessure d'un certain Josh Morrissey. Ouais, puis qui a beaucoup manqué, puis personne n'en parle. Mais pour moi, la perte de Morrissey a été énorme pour le Canada. On s'en est, il n'a jamais été remplacé dans ses responsabilités, ça c'est certain. Puis, justement, tu parles de la situation en défensive, Marco, ça nous amène notre sujet important dans l'émission aujourd'hui. Faut penser déjà à 2030 parce que c'était une équipe plus vieille que les Américains. Il y a des joueurs qui ne seront pas de retour dans 4 ans pour les prochains Jeux olympiques. Ça va être où la relève? La relève va venir de où? Moi, je pense qu'on a des signes d'inquiétude en défense et devant le filet. Je ne sais pas quel genre de lecture vous faites de ça, mais la relève m'apparaît pas mal plus prometteur du côté américain à ses positions clés que du côté canadien. On peut partir avec ça. C'est clair. Par contre, est-ce que le scénario va... Parce que j'entendais des commentateurs dire que la situation serait peut-être pire dans 4 ans. Pire, non. Moi, je pense que ça risque de ressembler à peu près à la même chose parce que... Puis là, il faut le dire comme ça, il y avait 14 joueurs chez le Canada qui avaient 30 ans et plus. Donc, des Nathan McKinnon, des Sidney Crosby, des Brad Marchand et compagnie. Il y en a quelques-uns là-dedans qui ne reviendront pas. Par contre, je pense qu'on va être capable de remplacer les grosses vedettes par d'autres jeunes qui poussent. Je pense à Connor Bedard. Est-ce que Gavin McKenna,
qui, en 2030, va avoir 32 ans. Est-ce qu'il va être capable de se rendre là? On verra bien, mais c'est une 22. option. 22 ans. 22, ouais, excuse-moi. Ouais, oui. Ça sera pas on sautera pas de 12 ans à chaque fois. Bon, Le barbu. Ouais, mais c'est ça, ouais. Donc un Gavin McKenna à 22 ans. Ouais. Est-ce qu'un gars comme Alexis Joseph, qui, moi, je trouve, a le gabarit, l'intelligence, c'est un gars qui déteste perdre. Est-ce que c'est un gars que tu voudrais amener comme un jeune de 21 ans? Faut pas oublier Maddox Schultz qui va avoir 19 ans. Lui, c'est probablement le potentiel premier choix du repêchage 2028. Et moi, je trouve qu'il a beaucoup de traits de ressemblance dans son style avec Sidney Crosby. Donc, tu sais, tu peux remplacer ces gars-là. Mais je pense que, comme tu l'as mentionné, Anthony, je pense que c'est en défense et devant le filet. La relève dans le niveau des gardiens, oui, Joshua Ravensbergen et Carter George vont arriver à un moment donné, mais ils vont être trop jeunes en 2030. Ce ne sera pas encore le temps. Et en défense, c'est pas qu'ils. Je pense que je trouve que c'est un moule de défenseurs tous pareils. Donc, tous des défenseurs très offensifs, très habiles avec la rondelle, très à l'aise en relance, mais beaucoup de problèmes défensifs. Je pense à des Zane Parek, des Sam Dickinson et compagnie. Je suis d'accord avec toi, Anthony. Moi, je trouve que c'est vraiment plus là. C'est qu'il manque de variété, disons. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on a vu en ce moment, là, c'est le fait que entre 2015 et 2022, tu as vraiment eu une ère d'âge d'or, selon moi, avec le programme de développement américain. En 2015, Jack Eichel. 2016, puis il y en a d'autres, là, Connor, si je me trompe aussi, dans ce temps-là. Il y en a plusieurs. 2016, Austin Matthews, Charlie McAvoy. Tu peux y aller. Mais après ça, vraiment, en 2019, on s'en souvient, là, Jack Hughes, Matt Boldy, Cole Caulfield, Spencer Knight. Spencer Knight, on va en parler pour les États-Unis en 2030. Tu sais, la liste est longue. Et après ça, tu te rends en 2022. Puis en 2022, il faut faire très attention parce que là, tu as Cooley qui va s'ajouter à ce noyau-là. Tu as Cutter Gauthier qui va s'ajouter à ce noyau-là. Snuggerud. On va voir comment les autres se développent. Peut-être Lane Hudson aussi. Donc, tu as eu un âge d'or. On n'a pas vu une suite à ça en 2023, 2024 ou 2025. Donc, tu penses que là, il y a un petit creux de vague du côté américain. C'est ça qu'on dit en ce moment. OK. On se le dit, faut se le dire, en 2025, là, les États-Unis, oui, il y a eu certains bons joueurs, mais c'était pas comme 2022 puis 2019. Aucunement. Puis c'est vraiment là où je crois qu'il y a eu une baisse. Tu regardes le haut du repêchage de ces années-là, là, 2016, j'ai même oublié Matthew Tkachuk. Sortez-moi de la chambre, les gars. Là. Mais regarde la qualité de joueurs américains qui sont sortis depuis 2015 à 2025. La grande majorité, c'est dans un espace de 7 à 8 ans. Là. Puis les 2022, si je me trompe, il n'y en a même pas qui ont joué dans ce tournoi-là. Donc, c'est vraiment en 2015 et 2019 l'âge d'or. Mais là, on est en train de revoir la renaissance en attaque, selon moi, du haut du repêchage avec les Canadiens. Parce que là on en parle, c'est ça, là. Mais Connor Bedard n'était pas là. Wyatt Johnston n'était pas là. T'as Adam Fantilli, qui, selon moi, va continuer à augmenter. Beckett Seneca. Beckett Seneca, personne ne le parle, mais ça va être le joueur, selon moi, le big body gars qui va être capable de jouer la game d'un attaquant de puissance, mais skills. Donc, tu sais, un peu à l'image de ce que Équipe Canada espérait voir de Tom Wilson, peut-être avec un peu moins de coude du côté de Beckett Seneca, mais personne n'en parle. Gavin McKenna, s'il continue sur sa lancée, on va en parler tantôt, je suis sûr qu'il va être là. Et après ça, tu vas inclure les joueurs qui sont déjà parmi le groupe. Celebrini va avoir de l'expérience. McDavid va sûrement être là encore. McKinnon s'en va probablement nulle part. Il est fait comme un truck. Donc, pour moi, on se dit, la relève est-tu là? En attaque, la relève est là à 100%. En défense, je suis d'accord avec mon cher Marty, mais j'ai une petite... Un petit comme ça à mettre dedans. Il y a 4 ans, est-ce que tu aurais vu Brock Faber avec équipe États-Unis? Non, ça c'est sûr. Bingo. Ben, il y a 4 ans, la plupart de la défensive américaine n'aurait pas été là. Ben, McAvoy, oui. Oui, lui, il aurait été là. Werenski, oui. Slavin, oui. McAvoy, McAvoy, 100%. Ouais, 100%. ouais. McAvoy avait déjà 2 finales de la Coupe Stanley, Ouais. si je me trompe. Ouais, McAvoy aurait été là, c'est Ouais, sûr. 100%. Donc, écoute, déjà, puis Quinn Hughes, 100%. Il y a 4 ans? Il y a 4 ans. Ouais. En 2021, Quinn Hughes, 100%, je l'aurais mis là. Il était déjà 1 point par match quasiment. Donc, ces 4-là, le noyau de la défensive était déjà là. Fait que moi, je suis dans le même bateau que Marty où ce que je me dis,
à quoi ressemble le noyau d'équipe Canada en défensive si on a à prendre les 4 meilleurs en ce moment? C'est qui? McCarr. McCarr va être là. C'est à peu près le seul qui est assuré d'être là dans 4 ans. Matthew Schaefer, to the bank. Ouais. Immédiatement. Ben, c'est ça. Je pense que je pense que les options offensives, c'est pas ça qui manque. Ça, C'est du côté défensif. du Canada, ça va être correct. Tu vas avoir justement, là, j'ai tellement hâte de voir une potentielle première paire, Matthew Schaefer et Cal McCarr. Ouais. De la vitesse, des jeux de fin, de la mobilité, Attendez une seconde, les gars. J'embraille un peu. du sens du jeu, ça va être extraordinaire. Ça va être stupide. Là, par la suite, on peut voir. Je pense qu'un gars comme Thomas Harley va avoir 28 ans. Tu vas encore pouvoir le placer dans cette dimension-là. Il est offensif. C'est quelqu'un qui est intelligent également, qui a de bonnes relances. Je pense que tu peux l'amener là. Moi, j'aime le fait que tu parles de Harley parce que moi, je pense qu'à Dallas, il va prendre des bouchées doubles de plus, encore plus. Le plus que Heiskanen commence à vieillir, c'est là où peut-être tu vas avoir une transition. Tu donnes pas 10,6 millions de dollars à un jeune défenseur si tu crois pas que ça va être ton numéro 1. Fait que lui, on le voit en ce moment comme un joueur offensif, mais je pense qu'on va le voir plus à l'image de Josh Morrissey rendu dans 4 ans, où il va être plus un défenseur two-way, capable de jouer cette game-là. Moi, là, la vraie question, puis c'est plus là, puis c'est la raison pourquoi je te parlais de Faber, c'est qu'avec Faber puis Lacombe, il n'y a personne, il y a 4 ans, qui les aurait mis avec équipe États-Unis. Puis c'est des rôles défensifs. Des rôles très défensifs. Puis même Jake Sanderson, moi, je l'aurais mis, si tu m'avais demandé ça il y a 4 ans, je l'aurais probablement mis 7e défenseur. Là, il a joué 5-6e. Noah Hanifin, tu as besoin d'un shutdown guy, je comprends le rôle, tout à fait d'accord. Avec Équipe Canada en ce moment, là, c'est à se penser, c'est qui les défenseurs qui vont capables d'être les défenseurs qui vont être les shutdowns. Parce que selon moi, il y a eu trop de défenseurs shutdown dans cette équipe-là. Avec Équipe Canada cette fois-ci. Colton Parayko, c'était un joueur shutdown. Il a shutdown pas grand-chose pour être poli. Ça allait plus rimer avec ce que je voulais dire, mais on peut pas dire ça à la radio. Numéro 2, Drew Doughty, avec un respect à sa carrière, je ne crois pas qu'il suivait à ce moment-là. Et on l'utilisait chez Theodore dans des missions défensives, mais c'est pas son style. Non. Puis lui, il a déjà 30 ans, donc je doute qu'on va le voir à 34. Donc, c'est qui tes défenseurs jeunes qui commencent à percer dans la Ligue nationale qui pourraient remplir un rôle défensif? Mais c'est là la question. Puis comme tu l'as bien mentionné, Marco, je pense que oui, il y a un ou deux gars qu'on ne voit pas. Là. Il y a des joueurs dans la NCAA en ce moment. Je vais te lancer un nom comme ça. Abram Weeb, là, qui a été impliqué dans la transaction Rasmus Anderson, qui est passé des Golden Knights aux Flames. Présentement, c'est un bon défenseur à North Dakota. Il est fiable dans les deux sens. Je veux vraiment pas dire qu'il va être dans l'équipe olympique canadienne dans 4 ans. C'est certainement pas ça que je veux dire. Mais c'est peut-être ce genre de gars-là qui va peut-être cogner à la porte. Mais si tu exclus ça, le seul gars que je vois dans un rôle strictement défensif, parce qu'à l'attaque, t'en as, là, des Zane Parek, Sam Dickinson, Evan Bouchard, Noah Dobson, il y en a plein des options. Mais en défense, le seul que je vois, c'est Owen Power des Sabres de Buffalo. Bingo. 6 pieds 6 pouces, très, très capable d'amener une certaine attaque, capable d'amener des relances, un bon coup de patin, mais surtout fiable dans sa zone, capable de bien tenir le fort et amener un peu plus de relance, justement, là où Parayko, des Sanheim et compagnie en ont peut-être moins offert. Lui, je pense qu'il peut en offrir. Mais là, le problème, c'est par la suite. Qu'est-ce que tu as? Écoute, je m'amusais à faire mes prévisions hier, là, puis je me grattais la tête. Là, je tournais là, les formations, les statistiques de tous les côtés. Je regardais toutes les formations, puis là, je me disais, écoute, c'est pas compliqué, les gars, puis lancez-moi des tomates, je les mérite. Je mettais Kevin Ball, je mettais des gars comme Caden Korczak dans la discussion. Caden Goulet, je trouvais que c'était ridicule il y a une semaine. Maintenant, je suis obligé de dire que oui, il mérite d'être dans les candidats. Ouais. Parce que tu as à ce point peu de défenseurs défensifs qui sont capables de tenir le bout vraiment dans la zone et d'être physiques surtout. Mm-hmm. Moi, sinon, je vais dans les options, disons, avec l'équipe Canada Junior dans les dernières années. C'est du Oliver Bonk, c'est du Maverick Lamoureux, mais là, de là à dire qu'ils vont être prêts. Tu sais, les défenseurs à la McAvoy qui sont autant capables de défendre, de bloquer des tirs, de frapper puis de relancer l'attaque, on n'a pas ça. Moi, tu vois, je trouve que tu es sévère avec Dickinson. Mm-hmm. Moi, Dickinson, à chaque fois que je le voyais jouer dans les séries à London, à chaque fois que je le voyais dans des situations critiques, je voyais un défenseur toué absolument splendide avec un coup de patin incroyable. Je mettrais personnellement Dickinson devant Goulet en termes de chance de faire cette équipe-là, personnellement, parce que Goulet avec ses blessures,
c'est problématique Ouais. si tu veux le faire à un club parce qu'on le Ouais. sait, aux Olympiques, pas le droit de faire un rappel Exact. le moment que ça commence à jouer. C'est pas comme les 4 nations. Qu'on le veuille ou non, ça Ça va. joue un rôle. D'ici 4 ans, par contre, il y a du temps pour prouver qu'il est capable d'être Et durable voilà. et jouer. Et voilà. Mais l'autre élément, les gars, que je veux soulever dans la discussion, c'est les mentalités de Hockey Canada. Ouais. C'est pas faux de prétendre qu'on veut y aller avec de l'expérience plus souvent qu'avec la jeunesse. On l'a vu, là. Cette année, on a décidé d'y aller avec plus d'expérience qu'avec de la jeunesse. Donc, on a laissé les Schaefer, on a laissé les Bedard, les Johnston à la maison. On a misé sur de l'expérience. Est-ce que les mentalités vont changer à ce point parce que là, on a perdu la médaille d'or en 2030? Moi, je pense qu'à quelque part, tu n'auras pas le choix. Si tu veux avoir du talent, tu vas être capable de rivaliser avec les Américains, d'aller gagner cette fameuse médaille d'or-là et de remplacer des McDavid, des Marchands, des joueurs comme ça, tu n'auras pas le choix d'utiliser des Bédard. Parce que si tu n'utilises pas Bédard, tu n'utilises pas McKenna, Malek Strauss, Alexis Joseph, peu importe les joueurs qui vont être prêts, tu vas te retrouver avec... Est-ce que tu vas vouloir ramener, par exemple... Je pense que Brandon Eagle, je le ramènerais peut-être dans le portrait à 30 ans. On verra dans 4 ans. Là. Mais est-ce que tu veux vraiment ramener là, tous les joueurs de soutien que tu as eu qui vont avoir 32 ou 33? Là, des Anthony Cirelli, des Braden Point qui vont être rendus à 33 ans. Est-ce que tu veux aller là? Moi, je pense que c'est bien avoir de l'expérience. De toute façon, tu vas en avoir quand même. Ouais. Il y a la Coupe il y a du des Monde limites, aussi, il là. ne faut pas oublier. Là, on parle des Olympiques, mais dans 2 ans, Ouais. tu vas avoir peut-être une idée dans quelle direction on va aller pour 2 années plus tard. Mais je pense que tu sais, avec le championnat du monde junior, tu peux en laisser un peu partir parce que on le sait qu'ils vont jamais être capables de piger de tous les effectifs dont ils peuvent avoir. On va se le dire, là. Macklin Celebrini aurait été éligible au championnat du monde junior qui était aux Olympiques. Damn! Ouais. Tu sais? Fait que là, imagine-toi Celebrini au championnat du monde junior tellement qu'il domine, right? Moi, c'est ça que je me dis. Regarde, oui, les États-Unis sont jeunes. Ils ont-tu un Celebrini qui s'en vient? Mais il n'y en a pas. Moi c'est comme ça. Pour 2030, 2034, je pense que ce que tu dis, le virage, si ça ne change pas, va avoir lieu. Ça, je suis d'accord. 100%. C'est vrai que ça fait 3 ans que les Américains ne développent. Outre James Higgins, ils n'ont pas de talent offensif. Tu regardes les équipes américaines des moins de 18 ans, puis je vais aller plus loin, je vais être peut-être un peu audacieux, là. Je pense que les règlements de la Ligue canadienne avec les joueurs de la NCAA, tout ça, ça leur nuit énormément. Oui. Ça a C'est baissé quelque le chose à calibre. surveiller. Ça a baissé le calibre de la USHL, premièrement. L'équipe américaine des moins de 18 ans, les gens les suivent moins un peu le programme. Mais comment ça fonctionne? C'est qu'on joue des matchs contre la USHL et contre la NCAA, mais en majorité contre la USHL et contre 2 équipes, Youngstown et Muskegon. Si tu affaiblis ces 2 équipes-là qui ont moins de talent, c'est moins de compétition, c'est moins d'occasion de développer tes joueurs. Et je pense que c'est pas un hasard si t'as des JP Herbert, par exemple, qui partent dans la WHL, qu'on commence à entendre parler de Carter Meyer avec les remparts de Québec. C'est que là, ça affaiblit le programme. Et là, si t'es moins capable de développer tes joueurs américains, là, ça fait en sorte, je dis pas que c'est le problème d'il y a 3 ans, mais je pense que ça pourrait se perpétuer. Là, c'est vrai que là, à un moment donné, le Canada, en 2034, va peut-être revenir dans le haut du pavé parce que tu vas avoir des Schultz, des Joseph et compagnie. Mais pour 2030, ça, par contre, je pense qu'on va encore bénéficier de justement l'âge doré de 2015 à 2022. Mais pense, tu sais, comme. Regarde comment que ça se développe dans la Ligue nationale. En attaque, là, j'ai absolument aucune peur que les Canadiens vont être encore une puissance. Et je dirais, ils vont prendre un step. À cause du fait ils ont favorisé des Marchands. Ils ont favorisé des Tom Wilson. Ils ont favorisé des Drew Doughty, des Parayko. Je pense que si le Canada aurait viré plus jeunesse, ce match-là aurait été terminé en 2e période. Personnellement, ce match-là aurait été terminé. Parce que qu'est-ce que le Canada a fait? C'est qu'ils ont réduit leur banc. Puis tu parles de mentalité de sélection. Moi, je veux te parler de mentalité de coaching parce que ça, c'en est une. De surutiliser les mêmes joueurs en tout temps démontre le fait que quand tu as fait ta sélection, oui, McKinnon, oui, Celebrini, oui, McDavid, tu sais, je peux comprendre. Mitch Marner, 100%, il le méritait, il jouait bien. Absolument. Mais d'avoir Nick Suzuki sur le banc pendant la grande majorité du match, quand tu regardes ses statistiques avancées, puis quasiment à chaque fois qu'il est sur la glace en finale, il y a quoi qui s'est produit, puis qu'il y avait le meilleur taux de chance pour des 2 équipes quand il est sur la glace.
puis tu vas avec tes choix safe à cause de que tu joues contre la Floride, puis tu les connais, puis la réputation, c'est ça qui doit mourir avec Équipe Canada. Puis c'est même pas à cause de Nick Suzuki. Connor Bedard aurait pu offrir plus que Marchand dans cette game-là. Avec tout respect à Marchand, j'ai grandi à côté à Hammonds Plains en Nouvelle-Écosse. Je le connais très bien, on a quasiment le même âge. Il ne méritait pas sa place s'il n'était pas à 100%. Il ne méritait pas sa place là. Je le sais qu'il a été nommé parmi les premiers 6. Ça, c'est stupide. De nommer des joueurs 1 an plus ou genre 8 mois avant un tournoi et que tu peux pas les enlever, ça, c'est... On se tire dans le pied dans le hockey international. Ça, je vais le dire à haute voix. Le Canada doit y aller avec les meilleurs effectifs dans le moment, pas avec la réputation. Puis ça, quand on parle de virement de jeunesse, c'est là où je me positionne. Tu ne peux pas, dans un prochain tournoi, favoriser Eagle, Point, Reinhardt à cause qu'ils ont récemment gagné une coupe. Je m'en tape de qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Parce qu'il y en a plusieurs là, qui ont déçu offensivement. On n'avait à peu près pas d'offensive secondaire dans tout le tournoi. Nonobstant la finale, qui a été criante de vérité, on en a arraché contre la Tchéquie puis la Finlande, alors qu'on n'avait pas d'offensive secondaire, ou à peu près pas. C'est Suzuki qui va te chercher le gros but, d'accord, mais après ça, ça a été très condensé sur tes trios offensifs à l'avant. À 5 contre 5, à forces égales, ça a été très difficile pour le Canada. Puis pour moi, c'est parce que tu as trop de gars qui sont capables de check, puis pas assez de gars qui sont capables de la mettre dedans. Exact. On manque un petit peu de Si finition Macklin de Celebrini offensif. jouait de la façon qu'il joue en ce moment, imaginez-vous, même s'il est à une demi-coche en dessous de lui, quoi aurait l'air Connor Bedard? Ben, ça, c'est le grand mystère. Puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, Martin, en terminant le premier bloc. Là. Tu sais, quand tu vois ce que Celebrini a apporté à ce tournoi-là pour le Canada, puis je pense à Connor Bedard assis chez eux, puis à Matthew Schaefer, eux, c'est sûr qu'ils se posaient la question et on est capable de jouer avec ces gars-là. Là. C'est clair. Là, en même temps, est-ce que tu dis je veux amener Matthew Schaefer à 18 ans avec l'équipe canadienne? C'est jeune. Je sais qu'on l'a fait avec Drew Doughty à 19 ans à Vancouver. Il avait été incroyable. Moi, je l'aurais amené quand même. Moi aussi. Justement, je viens de parler de Doughty. Moi, Doughty, je l'aurais pas pris. Outre le fait d'être dans le vestiaire, Ou droitier. je regrette, mais ouais, je sais, mais j'aurais pris n'importe quel droitier avant Drew Doughty. Il l'avance plus. Il y a de la difficulté à produire et c'est une machine à revirement. Je la comprends pas, celle-là. Moi, je suis un droitier, tu me prendrais-tu? Je suis un droitier aussi. Fait que, mais c'est. Je mérite pas d'être là, ça, je te confirme. OK. Mais c'est ça. Je pense que. Il y a un peu de ça. Je pense qu'un gars comme Schaefer, moi, je l'aurais amené. Bédard, par contre, je pense que ça dépend des styles. Je pense que oui, on aurait aimé avoir oui, d'autres jeunes auraient peut-être pu faire le travail. Il faut lever notre chapeau à Macklin Celebrini également. Tu vois simplement que c'est un joueur. Tu sais, pour être bon, jeune dans des compétitions de haut niveau comme ça, tu dois être rapide, tu dois être capable de défendre, tu dois être extrêmement intelligent dans tes lectures de jeu. Puis Celebrini incarne exactement ça. C'est à peu près le seul. Donc, rien enlevé à Connor Bedard. Dans 4 ans, il va être là. Ouais. Il va avoir du succès. Il va en marquer des buts. Mais de bien se placer, d'être bon défensivement, d'anticiper les gestes 2 ou 3 secondes d'avance, est-ce que Bedard le fait comme Celebrini? La réponse est non. Je pense que c'est un peu un phénomène, le Celebrini, d'être là. Tu sais. C'est un joueur d'exception. Celebrini, on se le cachera pas. C'est un joueur absolument d'exception. Mais les Blackhawks de Chicago sont quasiment une équipe de la Ligue américaine sans Connor Bedard. On va se le dire, là. Donc, lui, il a su élever et il joue pas avec un Will Smith, lui. Même si, on va se le dire, là, je ne suis pas en train de dire que les Sharks sont une équipe très deep. Là. Je pense que Macklin Celebrini détient la plus grosse différence de points entre le premier et deuxième marqueur de son équipe. Ce que je vais souligner, par contre, Connor Bedard, premièrement, je pense pas qu'on va se soucier de son jeu défensif. Écoute, à voir la façon que McDavid puis McKinnon jouaient défensivement, je pense qu'on s'en tape avec l'équipe Canada. Ce que je dirais, par contre, c'est que Celebrini va jouer à l'aile. Va jouer au centre, probablement au prochain tournoi. Et Bédard va jouer à l'aile. Ça, c'est très possible. Et imaginez-vous que ça, c'est votre deuxième trio et que tu vas avoir McDavid puis McKinnon sur un autre trio. Puis là, tu as une offensive qui va être prête. Parce que je m'excuse, je regarde les Américains dans ce tournoi-là. Là. Les frères Ketchuk, Non. c'était Jack Eichel all the way, ce trio-là. Aston Matthews, c'était Matt Boldy, ce trio-là. Donc,
ils ont su avoir de l'offensive sur d'autres trios. Puis Jack Hughes sur un troisième trio, je pense qu'il est très bien fait aussi. C'est là où j'apporte le débat. Le Canadien, au centre, ont perdu la grande majorité de la possession dans les 3 matchs qu'ils ont joué contre la Finlande, contre la Tchéquie, contre les États-Unis. Ils n'ont pas été particulièrement brillants au sac de mise au jeu non plus. Puis ça s'est démontré quand tu as perdu un gars comme Crosby. Ouais. J'espère que la prochaine fois, ils vont pas faire la même erreur et ils vont aller avec les joueurs qui sont prêts à te le donner là, pas les joueurs qui te l'ont donné puis que tu es confortable avec. Je pense qu'il y a un avantage avec quelque part, c'est que s'il y a un endroit qui s'améliore avec l'expérience, ça fait presque fois tout, c'est les mises au jeu. Donc, disons que dans 4 ans, Nathan McKinnon et Connor McDavid ne seront jamais de grands joueurs de mise au jeu. Mais disons que ça s'améliore un peu, ça te donne déjà un avantage. Là, on l'oublie, on n'en parle pas, mais Nick Suzuki va avoir 30 ans. Là. Il va être encore parfaitement correct, va être encore parfaitement capable de jouer là. Tu vas pouvoir l'utiliser au cercle des mises au jeu, tu vas pouvoir être efficace. Amène un gars comme, moi je le vois à 1000% avec l'équipe canadienne dans 4 ans, un gars comme Mason McTavish, l'amener dans une espèce de rôle de soutien physique, capable d'amener du leadership, a gagné avec les programmes juniors lorsqu'il avait l'âge de le faire. Meilleur gardien de but au monde. Ouais. Ouais, exact. Mais c'est des gars comme lui, Seneca, Wyatt Johnston. Ça va être ça ton 3e et 4e trio dans ce tournoi-là dans 4 ans, selon moi. C'est un type de joueur-là. Johnston va être là, je suis pas mal sûr. Johnston aurait dû être là. Ouais. Moi, je pense qu'il va être là. La seule inquiétude... En fait, on parlait de la question, est-ce que des Wilson, des Marchands, des Bennett et tout ça vont être... est-ce qu'il aurait dû être là? Moi, je pense que ça va se régler de soi-même en 2030. J'en vois pas de jeunes de 22, 23, 24 ans qui sont capables de remplir ce rôle-là. Tu sais, d'être le tannant. Pas simplement d'être tannant, mais d'amener une production de... Mais on va se dire une chose, par contre. Sam Bennett, il y a 4 ans... On n'aurait pas pensé qu'il serait là, c'est vrai. Le moment qu'il est parti de Calgary, il y a 4 ans, il n'y a personne qui l'aurait mis avec Équipe Canada. Non, ça c'est vrai. Là, il est arrivé à un endroit aussi, il a performé dans des moments importants de série. C'est exactement la même chose avec Sam Reinhart, parce qu'il y a 4 ans, il était avec les Sabres de Buffalo. Ouais. Puis il était bon sans plus. Mais c'est quand même des joueurs Hagel joue encore avec Chicago. Mais c'est quand même des joueurs qui montraient des choses. Tu voyais quand même qu'ils appartenaient à un top 6 de la LNH. Là, c'est que je regarde les Canadiens qui occupent à peu près ce rôle-là, qui ont ce côté tannant-là, qui je retrouve. Really Greg, mais là encore là, est-ce que c'est assez fort? Moi, je vois peut-être un gars comme Dylan Cousins dans un rôle comme ça, dans 4 ans. Rapide, physique, tu l'amènes, il va avoir 29 ans. Ça va être correct, mais je trouve que c'est moins clair que ça pouvait être. S'il y a un point d'interrogation au niveau, un mini-mini, je pense que l'attaque va être parfaite quand même. Je pense que ça va forcer justement à changer la dimension, à avoir une attaque plus jeune et plus offensive. Mais si j'ai une mini-interrogation, c'est peut-être là. OK, parmi les interrogations qu'on aura, puis on y reviendra au retour, parce que ça va être intéressant de faire un parallèle, il est en feu. Gavin McKenna est en feu. C'est le cas de le dire. Va-t-il être là dans 4 ans, lorsqu'on va se déplacer en France pour les prochains Jeux olympiques d'hiver? On parle de sa fulgurante lancée présentement à Penn State au retour. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. On poursuit avec le deuxième segment de Processus cette semaine. Gavin McKenna s'invite encore dans la discussion. Il me semble que ça fait 3-4 semaines qu'on en parle. Pour les mauvaises, là, c'est rendu les bonnes raisons, pas à peu près. Quelle fin de semaine encore pour lui. Performance de 8 points dans un match. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il est en train de réaliser dernièrement. Oui, absolument. Une première depuis 1987 dans la NCAA. T'avais quel âge? J'étais même pas dans les pensées de mon père, ça je te confirme. Puis c'est un record également de la division Big Ten, qui est une division quand même assez forte, récente, mais bon, ça en démontre quand même beaucoup au niveau de l'exploit. Puis le pire dans tout ça, c'est que j'ai regardé les 2 matchs, là, puis je trouve que j'ai préféré son 2e match à son premier. Il a obtenu un but, une aide dans le 2e match. Je l'ai trouvé meilleur. Mais il y a 2 choses, je trouve, qui ne mentent pas avec Gavin McKenna. Premièrement, puis ça fait quelques semaines qu'on en parle, la confiance qu'il a emmagasiné au Mondial Junior est là, pas à peu près. Clairement, ça a ralenti. Il fait beaucoup plus de jeux. Il se complique moins la vie. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le match de vendredi. Est-ce que les 8 points, honnêtement, les 8 points, là, tu pourrais te faire l'avocat du diable et dire il y a quand même eu 4 points d'avantage numérique. Il y en a un que moi, selon moi, il ne méritait pas de points là-dessus. Ça aurait dû être 7 points, si tu veux, pas 8.
Mais c'est des jeux simples. Il prend la rondelle, il sait déjà quoi faire, une bonne passe. Il voit une ligne de tir, il est capable de tirer. C'est comme ça qu'il a marqué d'ailleurs. Toutes des situations comme ça. Tu vois qu'il est beaucoup plus à l'aise, il est beaucoup plus en contrôle. Puis quand je reviens au deuxième match, moi, je l'ai préféré ce match-là parce que les zones libres, là, tu le vois, là, tu vois la raison pour laquelle certains, je pense à tort, parlaient de lui comme un joueur générationnel. Les mains sont extrêmement vives, il manœuvre de toutes sortes de façons. Et là, ce qu'il commence à faire, il y a un geste technique que je commence à remarquer. Il lobe la rondelle, mais à des endroits complètement hallucinants. Mais à un moment donné, je le vois travailler. Il travaille avec la rondelle en zone très restreinte. Puis là, il voit que les jambes de son couvreur sont un peu écartelées. Il fait un lob à travers les jambes de l'adversaire pour envoyer la rondelle à son coéquipier. C'est là que c'est hallucinant. Et là, tu vois justement tout ce qui s'est passé avec la saga, la célébration à la Conor McGregor quand il a marqué. Tu vois qu'il est en pleine confiance. Puis deuxièmement, je trouve qu'il a pris de la carrure physique. Tu vois que ça paraît, là. Je le trouve un peu plus fort physiquement que ce qu'il pouvait être au début de la saison. Tu sais. Écoute, moi, je pense que on peut dire la confiance est là. Ce que j'ai aimé, c'est que ces 8 points, là, c'était pas des points Mickey Mouse non plus. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Là. 5 buts, il y avait 1 but, 7 passes. Puis 5 de ces 7 passes, c'était des passes primaires. Donc, la première passe sur le but. Quand même intéressant d'avoir 6 points primaires dans un match. Donc, pour moi, c'est ça que j'ai surveillé. Mais je suis 100% d'accord avec Marty. Il a mieux joué le deuxième match, même s'il a eu le quart des points. Et la raison pour laquelle, puis je pense que c'est ça que j'aime le plus, c'est qu'il commence à payer le prix. Il commence à se dire, ben, si je m'en vais mettre la rondelle là, ou si je transporte la rondelle là, je dois être prêt à subir les conséquences ou m'adapter aux conséquences. Puis c'est ça qui est différent de début de sa première moitié de saison, c'est que là, il est en train, un peu comme Lane Hudson fait, il roll sur les checks. Il anticipe le contact pour mieux protéger la rondelle et encaisser le choc en même temps. Il attaque pas seulement juste, mettons, la partie ouverte d'une patinoire. Il va attaquer la zone payante plus souvent que d'autres en se faisant lui-même de l'espace avec des belles passes, avec une bonne vision, avec un apport. La lecture de jeu est là, tout est là. Je trouve que, comme on l'a dit tantôt, ça l'a très bien descendu en termes de vitesse pour lui, la façon qu'il est capable de capter son information. Il y a une chose que Gavin McKenna m'avait dit quand je l'avais discuté avec lui. Il a dit une des choses que je vais devoir apprendre comment faire avant que je prenne du coffre, parce que lui aussi, il l'a dit, là, il a besoin de prendre du coffre. Il était, même s'il est 6 pieds 1, je pense qu'il était à 175 livres, là, c'est non. Hop. Fait que, une des choses qu'il m'a dit, c'est les structures défensives dans la NCAA. Si j'apprends comment les contourner maintenant, je vais être capable de rentrer dans la Ligue nationale plus vite et de le faire d'une façon où je vais être capable de déjà comprendre, adapter et prendre avantage de certaines lacunes de l'offensive. Donc, lui, il est déjà dans 2 ans sur la façon qu'il veut tracer son évolution. Puis, je lui lève mon chapeau que je n'ai pas aujourd'hui, malheureusement. Mais on commence déjà à le voir, ce plan-là, se mettre en marche. Et c'est ça que j'aime le plus. En tout cas, c'est assez impressionnant. Puis là, je sais que là, à la sortie du Mondial Junior, on en a parlé. Il y avait... C'était mi-figue, mi-raisin un petit peu là, comme évaluation qu'on en a fait. Puis Marty t'en parlait. Tu disais, ouais, mais la deuxième moitié de saison va être très importante dans l'évaluation. Est-ce que là, c'est en train vraiment de changer un petit peu, pas des préjugés, mais l'évaluation qu'on en faisait peut-être un petit peu trop tôt dans la saison, dans une nouvelle ligue pour lui? Ben, chose certaine, il est en train de répondre à certaines questions qu'on pouvait avoir avant le Mondial Junior. Donc, tu sais, justement, est-ce qu'il est capable de mieux jouer défensivement? Moi, je trouve qu'il y a encore des améliorations à faire. Spécialement dans le premier match, là, il y a des grosses séquences en première période où c'était compliqué, des gros revirements, puis les replis défensifs pas toujours à point. Ça peut arriver que parfois tu le vois dans sa zone, puis il sait pas où il est. Là. Il sait pas du tout où aller se positionner. C'est correct, le jeu défensif, je pense que c'est la chose la plus facile à améliorer pour un joueur de hockey. Mais il va falloir qu'il le fasse. Donc ça, c'est une chose. Mais tu sais, l'aspect physique, c'était quelqu'un qui se faisait beaucoup trop brasser. Moi, vraiment que tu mettais de la pression, il perdait la rondelle. C'était une machine à revirement. Donc là, tu regardes ça, tu te dis là, écoute, s'il améliore pas ça,
ça demeure inquiétant, surtout à son gabarit. Si on veut pas un joueur de périphérie, souvent, ça ne se transpose pas super bien. Puis forcé d'admettre qu'il va à Stenberg, parce que là, on l'oublie, on n'en parle pas, mais présentement, il est en voie de battre le record de Daniel Sedin dans la SHL en ce moment pour un joueur pas repêché. Ça, c'est excellent. Donc, tu sais, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, je pense que McKenna est en train de travailler quand même les points, les petits doutes. Moi, personnellement, j'attends encore les séries, j'attends encore le tournoi de la NCAA. Ouais. C'est ce qui va faire foi de tout dans son cas. Mais il est en train de corriger certaines choses. Là. Tu sais, vraiment, là, ce qu'il disait, OK, là, les inquiétudes que tu peux avoir, clairement, là, il est en train de... Puis ça montre également la maturité, ça montre l'intelligence, la capacité d'apprentissage du jeune. Je le dis souvent, ça, mais tu ne repêches pas un joueur pour ce qu'il est à 17 ans, tu le veux pour le gars de 22 ans. Ouais, c'est quand comme tu es capable de progresser, c'est parfait. Tu sais. C'est comme la vision pour Slavkovski. Tu sais, tout le monde disait, c'est raw. C'était pas un joueur qui était très poli encore en termes de sa technique. Puis là, on le voit aujourd'hui. Je pense que Slavkovski fait partie des joueurs élites à l'international, était parmi les joueurs étoiles des Olympiques. Mais c'est parce que Kent Hughes a vu la vision de ce qu'il pourrait être, pas ce qu'il est dans le moment. Puis c'est une des premières choses qu'il a dit après le repêchage, Kent Hughes. On s'en souvient. Il dit, nous, on repêche en fonction du futur, puis on pense que le plafond est très élevé. Dans le cas de Slavkovski, tu choisis toujours un espoir de la semaine, mais on n'a jamais encore choisi McKenna, Marty. Tu le prends-tu cette semaine? Là, j'ai pas le choix de le prendre. À un moment donné, t'as fait 10 points en deux matchs, tu bats un record. Ouais. Il y en a d'autres. Il y a eu le match des espoirs de la WHL, il y a eu plein de gars qui ont été bons. Mais là, à un moment donné, c'est Gavin McKenna cette semaine, j'ai pas le choix. Là, est-ce qu'il est redevenu premier sur ta liste? Mais moi, je le répète, je me garde une gêne. J'attends vraiment les séries. Ouais. Donc, Parce que tu peux pas updater une liste à toutes les semaines non plus. Il y en a qui le font, là, mais heureusement, Marty ne cherche pas de clic. Ben, ça dépend. Personnellement, dans ma liste à moi, dans mon ordinateur, je la bouge. Mais est-ce que je la présente? Ouais, Non, c'est parce ça. que là, à un moment donné, ça revient un détail. Ah, j'ai aimé une chose, tu le bouges de 2 rangs, puis c'est de la réflexion aussi. Toi, tu t'assis devant ta liste, tu dis, écoute, parce que tous les points, moi, je le dis comme ça, tous les points se valent. Est-ce que c'était défensif est là? Oui. Mais là, tu analyses tout ça. Donc, moi, je me dis, j'attends vraiment les séries. Puis c'est dans le cas de McKenna. Dans le cas de Stenberg, lui, j'ai pas de doute qu'en série, il va être bon. Tu le sais, on écoutait les matchs, Tony, l'an dernier dans la SHL. Il est déjà excellent. C'est un gars qui rehausse son jeu d'un cran quand ça compte. C'est un gars qui est physique. C'est un gars qui a un sens du jeu extrêmement développé. Donc, lui, on le sait. Mais c'est McKenna que j'ai hâte de voir. Mais ça, je veux vraiment attendre les séries. Puis aussi la pression du tournoi de la NCAA. Ouais. Mais je t'avoue que là, qu'il se replace. Là, vraiment, là, j'avais vraiment le goût de mettre Stenberg, mais là, vraiment, ça devient... c'est déjà incertain, mais ça l'est encore plus. Là. Il y a 2 choses que je veux ajouter. Un, je pense qu'avec McKenna, je vais devoir le voir pendant 3 ou 4 matchs encore pour vraiment qu'il bouge dans mon estime comme le vrai numéro 1. Parce que des bonnes poussées d'un mois, on en a vu. On en a vu durant cette année-là, des bonnes percées. Mais il y a Puis ça, c'est une bonne affaire pour les équipes dans le bas fond du classement. Mais vraiment, on commence à voir un repêchage que le monde parlait d'être profond. Là, on commence à voir les jeunes prendre leur envolée. Avec McKenna, je pense que je veux juste... Oui, on le voit qu'est-ce qu'il fait, mais là, toute la ligue de la NCAA voit qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'est-ce qui va se passer? Dans une ligue où tu as autant de temps de pratique, les entraîneurs vont prendre le temps de l'étudier quand ils vont jouer contre à Penn State. Ils vont changer, modifier le plan de match, modifier le système pour mieux le contrer. Et c'est là que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Si, en plein match, Gavin McKenna est capable de s'adapter et prendre avantage et continuer sur cette lancée-là, c'est numéro 1. C'est numéro 1 pour moi, simplement parce que avec Stenberg, une des seules choses qui me chicote, ça va être qu'est-ce qu'il fait en ce moment, là, il le fait en Suède. La transition sur les patinoires nord-américains, c'est toujours ça qui me... quand on voit... C'est certain que qu'est-ce qu'il fait est historique, mais c'est un peu la même chose qu'on voyait avec Leo Carlson dans son année de repêchage aussi. C'était historique qu'est-ce qu'il faisait lui aussi. Et Leo Carlson, ça l'a pris un peu de temps même pour lui, puis c'est un gros bonhomme là, pour vraiment s'habituer au style de nord-américain. Fait que je me garde une gêne sur les 2, mais je dois vous dire que les Canucks de Vancouver doivent se frotter les mains en ce moment. Puis j'ai hâte de voir que si les performances de Albert Smith aux Olympiques, ce qu'on voit de McKenna, ce qu'on voit de Stenberg, Chase Reed fait qu'est-ce qu'il fait.
On commence à voir des noms vraiment grimpés. Tynan Lawrence, Caleb Malhotra. Keaton Vera fait très bien aussi. On parle de 10 joueurs vraiment qu'on peut nommer, là, qui tous pourraient figurer Belchets dans un top 5 dans le repêchage. J'ai hâte de voir si la performance de ces jeunes-là vont faire bouger certains DG dans les prochaines 2 semaines parce que la relève est très, très, très belle dans ce repêchage. On suit ça de près. Puis bon, ben, pour faire suite à notre sujet de la NCAA, parce que le Canadien va recommencer à jouer cette semaine, bon, on a bien hâte que ça reparte jeudi soir, mais on a promis après les fêtes de revenir avec un top 5 à toutes les semaines. On va faire ça plus bref cette semaine en accordant une attention plus particulière aux rangs collégiaux américains. Les meilleurs espoirs du Canadien qui évoluent dans la NCAA jusqu'à maintenant. Je pense qu'on va avoir une unanimité au sommet là, avec Michael Age. On ne surprendra personne au premier rang. Qui? Ouais, mais là, je pense que c'est assez évident. On en a parlé la semaine dernière de dire qu'il n'y a plus grand-chose à prouver dans la NCAA. Il est prêt, selon moi, pour la LNH. Coup de patin, les habiletés, le côté physique s'est amélioré. Même défensivement, commence à faire de meilleures lectures de jeu, de meilleurs positionnements pour faire progresser le jeu et tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Je pense que ça fait l'unanimité. Mm-hmm. Je pense que oui. Écoute, pour moi, c'est le joueur qui est très près de la Ligue nationale. Belle lecture de jeu. Sa vision est excellente. La façon qu'il est capable de manier une rondelle sans perdre aucune vitesse, pour moi, est une qualité élite dans la Ligue nationale. Les meilleurs joueurs l'ont. Et donc, c'est ça que je vérifie le plus. Ce que j'aime le plus de lui maintenant, c'est qu'il commence vraiment à attaquer le centre de la glace avec plus de régularité. C'est ça qui va faire de lui un joueur top 6 dans la Ligue nationale. Maintenant, c'est à voir centre L. On va le développer le plus qu'on arrive dans la Ligue nationale. On verra qu'est-ce que ça donne. Même Nick Suzuki a commencé à l'aile. Il joue au centre maintenant. Ouais, puis je pense qu'il y a quelques... Mais ça, c'est sûr, dans mon esprit, à 100% que Michael Age va commencer à l'aile. Ça, c'est évident. Avec le CH, ouais. Je le vois pas avec les Canadiens jouer au centre dès le départ. C'est un peu plus dans 3 ou 4 ans, lorsqu'il va avoir pris des répétitions, vu des séquences vidéo, va avoir travaillé justement avec des Suzuki, des Jake Evans, des Philippe Dano, peu importe les centres avec lesquels il est, de voir comment il va assimiler son information. Moi, je continue de penser que c'est plus un ailier. Je trouve qu'au niveau des mises au jeu, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais on verra. Là. C'est au moins la fenêtre pour la LNH est là. Maintenant, c'est de voir si ça va se produire. Il est à 47 ou 48% là, dans la NCAA. Mm-hmm. Puis, tu sais, il faut se le dire, là, il joue sur le deuxième trio. TJ Hughes est le premier centre de cette équipe-là, mais c'est un senior, là, on va se le dire. Là, il a quand même quasiment 23 ans. Fait que je peux comprendre que ça va être lui qui va prendre les missions défensives. Michael Age, écoute, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé en termes de qualité de joueur. Ce que j'aime de Michael Age, c'est qu'il a vraiment pris du coffre cette année. Sa vitesse, selon moi, le bas du corps va prendre un peu plus de poussée cette année. S'il peut ajouter une demi-seconde de vitesse à toutes ces armes qu'il a, ça va être un joueur très dangereux. Maintenant, est-ce que vous allez aller dans des directions différentes pour le deuxième rang? Non, je suis dans l'une. Moi aussi, je suis dans l'une. Je suis dans la Looney. Mais donc, LG Mooney, ben écoute, dans mon top 15 que j'ai présenté, notamment à BPM Sport, je l'avais 5e. Je sais que certains n'étaient pas d'accord avec ça. Mais moi, je le maintiens. LG Mooney, oui, il est pas gros. Il est 5 pieds 8 pouces. Oubliez la taille dans son cas. Il joue beaucoup plus gros que ça. C'est un gars qui va au contact. Puis c'est un gars qui a le talent. Je le dis souvent, là, mais tu sais, un gars comme Johnny Gaudreau a eu un succès parce que il était capable de rouler les mises en échec. Il était capable de faire en sorte, je ne vais pas aller au contact, je vais être capable de glisser. Et comme je suis petit, ça devient un avantage contre un gros bonhomme parce que tu as plus de portée, mais tu n'es pas capable d'aller près de toi. Je pense qu'un gars comme Mooney a cet avantage-là. C'est un gars qui est hyper travaillant. C'est un gars, tu sais, je parle que physiquement, il roule les mises en échec, mais c'est un gars qui est capable de prendre les contacts, qui va quand même au contact, qui est intense. Et contrairement à un Sean Farrell, il a la vitesse aussi. C'est un gars qui est extrêmement intelligent. Lorsqu'il n'a pas la rondelle, chaque petit dixième de seconde est calculé pour aller réaliser un jeu, que ce soit créer un écran, aller se libérer, libérer une ligne de passe pour même pas que lui reçoive la rondelle, mais qu'un coéquipier la reçoive, se retrouver au filet. On sait à quel point son tir sur réception est dominant, il fait des bonnes passes. Moi, je l'ai deuxième, puis là, dans le classement top 5 de la NCAA pour les Canadiens, selon moi, il est même pas proche. C'est que
moi, je pense qu'il a vraiment des attitudes pour aller jouer au sein d'un troisième trio éventuellement dans la LNH, que ce sera à Montréal, que ce sera ailleurs, je ne sais pas. Mais j'aime énormément ce que je vois, puis j'aime surtout son intelligence. Je trouve que, puis je reviens avec la vitesse, je pense que contrairement à Farrell, ça va lui permettre de réussir. Un peu plus tenace dans les coins, même si Farrell l'est aussi. Tu sais. Ouais, écoute, j'aime la comparaison avec Farrell parce que ça va vraiment mettre en valeur la différence. Et je pense qu'avec LJ Mooney, capable de jouer en désavantage numérique, un gars que tu joues en fin de match, si tu veux un but et si tu veux éviter de te faire scorer un but. Un gars que Bob Motzko, l'entraîneur-chef des Golden Gophers du Minnesota, m'a dit toujours, c'est le genre de joueur que tu regardes à la pratique et qui te donne envie de jouer au hockey. Et je pense que ce genre de caractère-là, cette mentalité-là, c'est exactement ce que tu as besoin. Si ce kid-là jouait dans le Hockey East, là, il serait à 1 point par match. Mais il joue dans une équipe qui n'est pas axée vers l'offensive. Il est axé vers le jeu responsable, two-way. Puis je vais être franc avec toi, là, regarder le jouer là, dans une game ouverte, c'est comme voir un Lane Hudson à l'attaque. Mais si ce joueur-là peut déjà s'inspirer du système avec Motzko, qui lui, on se souvient, était l'entraîneur-chef de Ryan Poehling à St. Cloud dans le temps. Encore un autre programme hyper défensif, puis ça a bien servi Poehling. C'est comme ça qu'il gagne son pain aujourd'hui. Un rôle défensif qu'il fait très bien. Mais c'est un peu la même chose avec LJ Mooney parce que l'offensive va toujours être là. Je pense que sur une équipe, s'il joue dans la Ligue nationale sur un troisième trio, il va jouer en désavantage, il va jouer 5 contre 5, il va jouer sur la deuxième vague de l'avantage numérique. C'est excellent, il peut tout faire. S'il jouait avec un Boston College, un BU, un Michigan, je pense qu'on parlerait plus de lui, bien sûr. Mais je pense que ce natif de la Pennsylvanie a un niveau une qualité de potentiel réel pour la Ligue nationale. Puis peut-être ça va prendre 3 ans à la place de 2, mais je pense que ce gars-là va se rendre dans la Ligue nationale, il va signer son contrat d'entrée. OK, à partir du rang numéro 3, ça risque d'être un petit peu plus, en tout cas moins évident. T'as le goût d'aller dans quelle direction, Marco? Pour moi, c'est Logan Sawyer. Je pense que Logan Sawyer est probablement un des joueurs. Tu parles d'un autre programme hyper défensif. C'en est un, Providence. Pas même une sélection top 10 comme Roger McQueen, qui a d'ailleurs 5 ou 6 mois de moins que Logan Sawyer, donc ils sont très proches en âge. C'est pas 1 point par match. Puis les partisans des Ducks se posent les questions. Pourquoi? Pourquoi il a été repêché tellement haut s'il n'est pas capable de produire? C'est pas parce qu'il n'est pas capable de produire, c'est parce que ce programme-là prône le jeu défensif. Ils savent qu'ils doivent jouer en équipe parce que quand ça va venir le temps de gagner des championnats, c'est ce genre de style-là que tu veux et que tu as besoin d'émuler. Puis si tu as commencé le début de l'année en jouant comme ça, quand ça va vraiment valoir la peine, c'est un joueur intéressant. Pour moi, Logan Sawyer, ce que j'aime beaucoup, hors glace, quasiment 6 pieds 3 maintenant, quasiment à 200 livres, entre 195 et 200 livres. Donc, un attaquant de puissance avec des skills. Et écoute, c'est un joueur pour moi qui figure vraiment dans l'identité qu'un Jeff Gorton aime voir sur son 3e ou 4e trio. Un gros joueur avec des skills capable d'apporter une offensive, mais jouer une game honnête. Je pense que pour moi, c'est un joueur qui, pas cette année, mais l'année prochaine devrait faire les sauts dans les rangs professionnels à la fin de sa saison NCAA. C'est pas là que tu vas me prendre, Tony. C'est pas là que tu vas me prendre parce que j'ai également Logan Sawyer. Moi, je rejoins pas mal ce que Marco dit. Puis, c'est là, tu sais, disons, dans mon organigramme des Canadiens au complet, je l'ai 9e. Je l'ai placé devant des Florent Jacquet, des Jared Davidson, des Vincent Roy, des gars comme ça. Puis la raison, c'est que 3e, 4e trio, je suis d'accord avec Marco parce que il a le gabarit. Ça, c'est déjà un avantage. Le coup de patin est là. C'est un tannant. C'est un gars qui est capable d'aller dans les coins, de frapper, qui est capable d'avoir un... C'est pas un bras de marchand, mais il est capable quand même d'avoir un côté tannant, intimidant, de déranger un peu après les sifflets. Ouais. Mais surtout, ça, c'est le côté qui est sous-estimé parce que même le pire attaquant de la Ligue nationale de hockey a quand même du talent. Là. Il a des mains. C'est un gars qui est capable de tricoter, de faire de saprer bon jeu, ce qui fait en sorte que quand les statistiques sont quand même au rendez-vous, dans son cas, considérant l'équipe défensive qu'on a à Providence. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Au-delà de... Tu sais, si je le compare à Jacquet, je pense qu'il est peut-être plus de main que Jacquet. Il a un meilleur sens de jeu pour se positionner, tout ça. Il est plus rapide que Davidson et il a à peu près le même gabarit.
Il est plus gros qu'Aurora également. Donc, je pense que si tu prends tout ce bassin de joueurs-là, Sawyer revient avec un avantage par rapport aux autres. Il est un peu plus gros maintenant que Davidson, par contre. Mm. Il a pris vraiment une poussée. Davidson qui connaît des moments très difficiles avec le Rocket. Hein? Des Ouais. retranchants en fin de semaine. Ouais. C'est beaucoup plus difficile depuis son retour à l'avant. Tandis qu'Owen Beck, c'est un petit peu mieux, lui, dans son cas, au cours des dernières semaines. Mais pour Davidson, c'est un petit peu plus ardu, moins de résultats autour du filet. 4e rang maintenant, les boys. Là, ça pourrait peut-être se corser. C'est quelqu'un que j'avais 15e de ma liste au complet. Je vais avec Alexis Cournoyer, moi. C'est un gardien que j'aime beaucoup. C'est pas mal dans ma palette de gardiens de but. Là. Il y a des gardiens que j'aime un peu moins que ceux qui sont croches techniquement, je les aime moins. Mais quand t'es solide, tu couvres bien tes espaces, surtout que t'es calme dans ton filet. Ta qualité de glisse avec ta technique est bonne. Cournoyer, moi, c'est ce que je vois à Cornell. Je trouve qu'il est bon. Je trouve qu'il est calme. Il fait des arrêts. Il se fait rarement battre. Oui, ça va arriver. Moi, je trouve qu'il y a une certaine nonchalance par moment. Ouais. C'est normal. Je veux dire, il a été repêché récemment. On connaît son histoire. C'est particulier. Là. Il y a 1 an et demi à peine. Il était dans les rangs collégiaux 3A. Je jouais au collège La Flèche. Je sais pas. À Trois-Rivières. T'es loin de la LNH rendu là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut arriver que parfois, il est peut-être un peu déconcentré. Soudainement, se fait battre par des lancers. Je trouve que dernièrement, ça va moins bien. Mais je trouve quand même que Cournoyer montre quelque chose d'intéressant. Moi, c'est quelque chose sur lequel je veux bâtir. Je pense qu'avec l'expérience et tout ça, tu sais, dans le groupe de gardiens de but que les Canadiens ont dans les espoirs, que ce soit Cournoyer, Croteau, Volokin, Miller et compagnie, c'est quand même celui que j'aime le plus parce que je trouve que techniquement, il est solide. Tu sais. Ben, Cournoyer, il n'a pas joué un très bon match en fin de semaine contre Quinnipiac? En fin de semaine, je n'ai pas vu. Moi, je Ah, parle OK. de- Parce que non, je l'ai aimé beaucoup contre Quinnipiac. Je pense qu'ils ont fait ils ont gagné dans un upset quand même. Là. Je pense que ça finit 6-1 pour Cornell. Puis Cournoyer. Les Piacs ont toute une saison. Ouais, on va parler de Ethan Wittenbach pas mal toute l'année. Là. Mais je pense que quand tu regardes en termes de gardien de but, moi personnellement, j'ai Cournoyer 5e sur ma liste. Pas des gardiens de but, mais dans le top 5. Ouais. Je mettrais plutôt Croteau 4e. Puis une des raisons, c'est parce que je trouve que lui, il commence vraiment à prendre un envolé. On parle pas vraiment beaucoup de lui. Ou lui est plus vieux, mais je crois que quand tu regardes ces deux-là, Cournoyer, je veux voir plus. Je veux certainement avoir une 2e saison parce que qu'est-ce qu'il fait en ce moment est excellent. Mais il faut se dire, les Canadiens ont 3 très bons espoirs de gardiens de but en ce moment dans la NCAA entre Miller, Croteau et Cournoyer. Donc, pour moi, c'est tellement mince la différence entre les 3 que je les mettrais peut-être comme 4-4-4 à la place de 4-5-6. Pour moi, Croteau, je pense que c'est moins technique puis c'est plus instinct que j'aime beaucoup. Les instincts sont là. Comme il y a des gardiens, des fois, c'est plus structurel. Comme Carey Price est un des rares gardiens qui combinait la structure avec l'instinct. C'est ça qui faisait de lui un très bon gardien. Moi, je trouve que Cournoyer a vraiment une très belle base structurelle. Puis des fois, c'est les instincts que je veux chercher ou ce que peut-être j'aurais voulu qu'il soit un peu plus compatible sur cet arrêt-là. Ça vient avec le temps, c'est normal. Avec Croteau, c'est l'inverse. Mais je me dis tout le temps, la technique se travaille toujours. L'instinct, c'est quelque chose un peu comme un joueur vraiment comme agressif dans la Ligue nationale. Tu peux, ou tu es un Brady Tkachuk, ou tu es un Mikko Rantanen. Quel genre d'attaquant de puissance tu vas être? Mais c'est un peu la même chose avec le gardien de but. Tu regardes Dobesch. Dobesch, c'est un joueur, c'est un gardien à instinct. Tu regardes Jacob Fowler. Jacob Fowler est un gardien de but structurel. Il reste peut-être le rang numéro 5, Marty. Ouais, c'est ça. Ben là, moi, j'ai pas Croteau. Là. Je pense Marco, il a touché quand même pas mal. J'aime vraiment pas son côté technique. Ça arrive qu'il fait beaucoup d'arrêts. Il est combatif. Là. Il abandonne sur aucune rondelle, mais parfois, puis surtout sa qualité de sa jambière. Et parfois, il fait un arrêt, il ramène pratiquement sa jambière, disons, à par l'intérieur. Il n'y a rien qui fonctionne. Il fait l'arrêt quand même, mais c'est croche. Je me demande si dans les rangs professionnels, ça peut vraiment fonctionner. Puis il y a quand même plus d'années en expérience un peu que Cournoyer. Ça, je le compte aussi. Donc, moi, je suis pas là. Moi, je m'en vais ailleurs que les gardiens de but. Je m'en vais complètement ailleurs. On n'en parle jamais. Mais comme 5e espoir dans la NCAA pour les Canadiens de Montréal, j'ai Luke Mittelstadt. Défenseur des Gophers du Minnesota. Je joue avec LJ Mooney également. Là. Puis là, on s'entend, tu es dans une zone d'espoir où ça veut vraiment pas dire qu'il va avoir un avenir dans la LNH.
Mais ce que j'aime de Luke Middlestad, c'est que premièrement, il y a le coup de patin, il y a les relances. C'est un gars qui est quand même intelligent, c'est un gars qui comprend bien le système, joue encore une fois pour Bob Motzko, un entraîneur défensif. Ouais. Et il y a quand même une certaine production. Ça pourrait être plus élevé, mais on le répète, c'est un système quand même, ça peut peut-être expliquer certaines choses. Défensif. Mais c'est ça, je pense certainement qu'il peut jouer à Laval. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'il peut être un peu un homme à tout faire. Puis on ne sait jamais, à un moment donné, les Canadiens ont besoin d'un défenseur, disons, de troisième paire qui apporte un peu de tout, capable d'être physique, mais sans plus, capable d'amener des relances, capable d'amener un bon jeu offensif. Je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est capable d'être mobile, quelqu'un qui est capable d'amener les lancers au filet et tout ça. Donc, je pense que ça devient quand même une certaine option. Mais bon, rendu à ce niveau-là, je dirais, tu pourrais prendre Sam Harris, tu pourrais prendre Ben Merrill à Boston University. Il joue bien, Ben Merrill, ouais. Il y en a plein, là. Là, on est dans une zone où tous les choix sont La bons. périphérie, ouais. Ouais. Une chose que je dirais par rapport à Middlestad, il a refusé de signer avec. Refusé. Il a décidé de ne pas signer avec le Canadien de Montréal cet été parce qu'il voulait retourner au Minnesota pour essayer de gagner un championnat. Mais après que c'est fini, je crois fermement avec la saison qu'il connaît qu'il va se retrouver à Laval l'année prochaine et qu'on risque de voir Owen Protz et Bryce Pickford aussi se joindre à cette équipe-là. Donc, une très différente défensive nous attend pour l'année prochaine à Laval. Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Très expérimenté cette année. Oui, beaucoup plus jeune, mais je pense qu'on va garder certains vétérans, bien sûr. Ouais. Mais pour moi, Luke Middlestad est un joueur à surveiller. C'était une de mes mentions honorables. Excellent. On est déjà rendu à nos questions de la semaine des auditeurs. On va laisser la parole à PO pour nous adresser ces questions. On a 3 questions cette semaine. Donc, ce ne sera pas bien long. La première, c'est est-ce que vous préférez Moritz Seider ou Lane Hudson? On s'entend-tu que c'est 2 défenseurs très, très différents? C'est un peu drôle parce que personnellement, j'ai Seider j'ai une ligue ciblée. Là, j'ai Seider dans ma ligue ciblée. Mon défenseur numéro 1. Mais je vais y aller quand même avec Hudson. Personnellement, je suis un gars d'attaque. Là, puis c'est un point de vue très personnel. Je suis un gars d'attaque. Je pense que si tu... À ce que je sache au hockey, tu gagnes en ayant plus de buts que l'adversaire et quand tu es capable d'en créer. Puis c'est de voir la progression que Lane Hudson a pu apporter également depuis 2 ou 3 ans, surtout au niveau de son coup de patin. Écoute, je donne une anecdote comme ça, mais au concours d'habileté des Canadiens dimanche, il a gagné le concours du patineur le plus rapide. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de patin, c'est une chose. Mais tu sais, l'imprévisibilité, puis le côté compétiteur qu'il a, de toujours vouloir être le meilleur, de vouloir défier les défenseurs adverses, de créer une tonne de choses par... de l'imprévisibilité de façon complètement incroyable. Ça, j'aime beaucoup ça. Alors que Seider, oui, il y a un côté offensif, mais je te dis que c'est peut-être sa faiblesse. Alors que on s'entend que physiquement, c'est un monstre, c'est quelqu'un qui est fort physiquement. C'est pas dire que Seider est mauvais, là. Mais je pense qu'entre les deux, je prendrais Hudson. C'est difficile parce que aussi, Seider, c'est un droitier. Ça, c'est plus rare. Écoute, je sais qu'on est basé à Montréal. Je pense que j'irais quand même avec Lane Hudson simplement parce que je crois que Mo Seider est arrivé. Je pense qu'il est là. Il est à son potentiel. Je ne crois pas que Lane Hudson a encore gratté le plafond de son potentiel. Lane Hudson est, selon moi, le défenseur qui serait le plus apte à toucher 100 points dans cette Ligue nationale qu'il ne l'a pas déjà fait. Ou Quinn Hughes ne l'a pas encore fait, excuse. Fait Quinn Hughes puis Lane Hudson d'abord. Mais à une cadence de 100 points, c'est le seul autre défenseur que je vois. Peut-être Zane Parekh et Evan Bouchard. Mais encore une fois, pour Lane Hudson, si ce ne serait pas pour Nick Suzuki, puis c'est un gros si, là, Lane Hudson pourrait être le meilleur marqueur de ce club-là, selon moi. Et Ivan Demidov. Demidov à maturité, à va faire des points. Oui, mais je crois que maintenant tu peux dire que selon moi, là, je pense que Nick Suzuki sera un joueur de points par match sans plus, sans Lane Hudson. Et je crois que Lane Hudson ne serait pas un défenseur d'un point par match sans Nick Suzuki. Mais je crois que Lane Hudson serait plus près d'un point par match sans Nick Suzuki que Nick Suzuki serait plus près d'un 95 points. Je crois que c'est l'arrivée de Lane Hudson qui a jumpstart l'offensive du Canadien de Montréal l'année passée, personnellement. Ouais. Et quand tu regardes la face, il a eu le plus haut taux
à son année recrue dans la Ligue nationale pour un défenseur qui figure dans l'offensive de son club. Imaginez-vous ça. C'est intéressant, ça démontre à quel point l'offensive du Canadien de Montréal était vraiment basée sur un trio puis une paire défensive. Mais quand tu regardes l'évolution de son jeu cette année, Lane Hutson a gagné des matchs du CH à lui seul, dans certains cas. Et je crois que son intelligence, la façon qu'il est capable de capter le jeu, selon moi, là, c'est ce qui lui permet de surpasser certaines limites physiques puis être un défenseur de premier plan. Puis je pense que si ce n'était pas pour la profondeur en défensive du Canadien de Montréal, ça serait de premier plan partout. Tandis que Mo Seider, oui, il y a Edvinson qui commence vraiment à éclore, mais Mo Seider est sans équivoque le défenseur numéro 1 et on le voit à toutes les sauces. Moi, je crois que le moment que Lane Hutson va se faire donner ce rôle-là, on va voir un niveau encore meilleur. Peut-être pas 100 points. Et s'il vous plaît, ne coupez pas ça et mettez ça sur les médias sociaux. Mais Moi, je pense qu'il est capable de le faire, éventuellement. Éventuellement, je pense que c'est le genre de défenseur qui va être capable de le faire. La deuxième question, si on recule dans le temps, c'est au repêchage de 1998. Le CH pense avoir solutionné son problème de gabarit au centre en repêchant Éric Chouinard. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour pas qu'il devienne un joueur élite? C'est un peu une drôle d'anecdote parce que je travaille avec Eric à la LHMQ. Je travaille à temps partiel pour la LHMQ, donc c'est un directeur des opérations hockey. Donc c'est un peu un drôle de clin d'œil. Puis d'ailleurs, j'apprécie énormément Eric. Puis une tête de hockey, là, je manque pas de respect aux autres anciens, mais encore un passionné. Là. Tu vois des endroits que ce soit Bécomo, là, puis il regarde du hockey. Il vient de regarder 2 matchs de hockey en simultané, puis il veut en regarder un 3e. Incroyable. Mais j'ai l'impression que ce qui n'a pas aidé Éric Chouinard, c'est malheureusement le moment où il a été repêché. Ouais. C'est la période. Je pense que c'est un moment où les Canadiens de Montréal manquaient clairement structure à tous les niveaux. Tu sais, quand tu avais Régent Hull qui travaillait chez Moll, en tout respect pour Régent Hull, c'est une personne super sympathique. Mais c'est quelqu'un qui travaillait chez Molson avant d'obtenir un poste de directeur général. C'était tout croche. On n'avait pas une idée vraiment comment développer, de bien encadrer les jeunes. Et là, d'avoir un Québécois qui a un peu la pression de devoir devenir le sauveur et tout ça, j'ai l'impression que ça a peut-être nuit un petit peu à Éric. Là. Je peux me tromper, là. Moi, j'ai comme l'impression que s'il était débarqué ailleurs qu'à Montréal, sans toute la pression, sans les problèmes au niveau du développement que tu pourrais avoir, je pense que ça aurait été différent pour Éric. Tu sais. Et constamment comparé à Simon Gagné. Ouais. Ça, c'est immanquable là-dedans. Ça, c'est hallucinant, hein, parce que 2 excellents amis, ben oui. 2 excellents amis aujourd'hui, mais 2 qui viennent du même endroit, ils jouaient dans la même équipe Atome. T'imagines-tu une équipe Atome avec Simon Gagné, Éric Chouinard, puis je pense que c'est Jonathan Girard, il y avait un autre joueur repêché très haut dans la LNH. Donc, tu sais, tu joues avec lui depuis que tu as 7, 8, 9, 10 ans, puis là, tu te finis par te faire comparer avec lui. C'est incroyable. Écoute, pour moi, je pense que c'était dans le temps aussi. Là, le Canadien n'était pas une équipe qui nécessairement développait à une cadence dans les rangs mineurs, spécialement. Là, je pense que ça faisait que la grande majorité des joueurs ou venaient de l'Europe ou faisaient le saut direct de la Ligue nationale. Tu sais, je pense à Mike Ribeiro dans le temps. Ou des joueurs qui, dans la structure, il faut se le dire, là, le Canadien a passé plusieurs entraîneurs dans cette période-là aussi. Beaucoup de... On voulait les fameux bœufs de l'Ouest dans ces années-là, là, au milieu des années 90. Oui, exact. Puis écoute, donc pour moi, je pense que le Canadien avait un problème de développement même à ce moment-là. Je pense que ça s'est replacé avec un peu plus de facilité après le lockout en 2005-2006. Je pense qu'on a vraiment vu une poussée. Puis je pense que c'est malgré le CH. Là, je pense que c'est grandement à cause du fait qu'ils n'ont pas pu toucher ces joueurs-là en 2004-2005. Ils les ont laissés dans les mineurs et ont pu monter ensemble. Je pense à des Chris Higgins, des Thomas Plekanec, Perez-Joguin dans le temps aussi, Mike Komisarek. On peut y aller, là. Beauchemin aussi, qui a été perdu au balotage. Donc, je pense juste la mauvaise. C'était juste pas une bonne ère dans le temps. Et je pense que de haut et du bas, c'était juste pas le bon moment. Je pense que pour moi, c'est le pire moment, le pire 5 ans, là, de 97 à 2002. C'était le pire moment pour le Canadien de Montréal dans son histoire. Pour la dernière question, la personne nous dit « Salut, j'ai eu un flash en pensant à She-Loves avec les Tigres. Comment se fait-il qu'il n'est pas en Russie et qu'il est dans la LHJMQ, tandis que c'est un espoir de premier ou deuxième ronde, comme Demidov et Zarovski, qu'eux jouent en Russie? » Mais ça, c'est très simple. C'est que She-Love veut jouer dans la LNH. Et si tu veux jouer dans la LNH,
oui, il y a le jeu, mais il y a également tout ce qui est en dehors de la patinoire, donc améliorer, d'apprendre la culture nord-américaine et d'apprendre surtout l'anglais. Donc, un gars comme Igor Shilov, l'an dernier, était dans la USHL à Green Bay de mémoire. Et là, tu l'amènes à Victo. Là, il veut se développer à ce niveau-là. C'est pourquoi tu vois beaucoup de joueurs russes. Là, on parle de Igor Shilov, mais il y a une tonne. Là, je dis, on parle de Russes, mais il y a des Tchèques, des Finlandais, peu importe. À tous les niveaux, à tous les endroits dans la Ligue canadienne de hockey. Je vais parler de Yann Laris, le Tchèque qui est dans les filets à Drummondville. C'est la même raison. Donc, tu veux t'améliorer, tu veux apprendre l'anglais, tu veux avoir un style de jeu nord-américain également qui est pas mal plus fait sur mesure pour la LNH. Donc, si t'es Shilov, disons que lorsque tu vas te retrouver dans la LNH, tu vas être pas mal plus prêt que si tu joues dans au niveau des circuits juniors russes. Et personnellement, moi, ça, c'est une opinion très personnelle. Je pense que le développement, la gestion des jeunes est bien meilleur en Amérique du Nord. On va pas mal plus encore de nos joueurs que ça peut être parfois en Russie où parfois tu fais jouer. Je vais prendre un exemple comme ça. Danila Yurov à son année de repêchage qui jouait sans farce 20 secondes par match. Puis là, tu joues au yo-yo avec ça. À un moment donné, 15 minutes de temps de jeu. Le match suivant, 2 minutes. Puis là, à un moment donné, ça fait plus ton affaire. Tu retournes dans les rangs juniors. Ou pire encore, ton contrat est échangé. Puis là, l'équipe, ça ne fait pas leur affaire. OK, on t'envoie dans la Ligue américaine. La gestion des jeunes est hasardeuse. Alors qu'au moins, là, Shilov, disons qu'il est à Victoriaville, disons qu'il demeurerait une autre saison de plus à Victo. Ou sinon, s'il s'en va dans la NCAA. Mais là, tu as un plan vraiment avec lui. Les équipes de développement sont pas mal plus près du joueur. Tu es pas mal plus capable d'encadrer comme il se doit. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est ce qui explique que des Shilov, puis il y en a d'autres, là, se retrouvent en Amérique du Nord. Je pense que je vais y aller aussi juste côté historique. On voyait déjà beaucoup de Russes en Amérique du Nord avant la guerre en Ukraine. Durant la guerre en Ukraine, les premiers 2 ans, en plus de la COVID, on a commencé à avoir plus de joueurs russes signer des contrats à long terme à un jeune âge. On pense à Michkov, on pense à Deminov, il a signé 3 ans à 15 ans, ou 16 ans, excuse-moi. Yurov en était un autre. On a vu Kaprizov prolonger pour rester durant l'ère COVID aussi. Donc, c'était plus ça. Mais avant, on voyait des Provorov venir en Amérique du Nord. On est passé du moment où il fallait cacher Evgeny Malkin en Finlande pour pouvoir l'apporter en Amérique du Nord. Là, c'est plus comme ça. Mais je pense que dans mes conversations, le gros problème, c'est les gros clubs de la KHL. Ça l'a turn off beaucoup, beaucoup des jeunes en Russie. Beaucoup. Voir la façon qu'ils ont géré Yurov, Demidov, Michkov. À un certain moment donné, on peut même... Alexander Romanov. Romanov aussi. Kuznetsov, qui fait très bien avec Boston, mais se faisait promener de... Puis c'est particulier avec le SKA, parce que le propriétaire du SKA est aussi propriétaire de Sochi. Fait que c'est comme envoyer le monde à Sibérie, mais tu l'envoies à Sochi à la place. Là. Ouais. Fait qu'il envoyait Michkov, il envoyait Kuznetsov. Tu sais, c'est pas fameux. Puis je vais être franc, puis je m'excuse de l'impolitesse de dire comme ça, là, mais ils s'en collinent des jeunes joueurs dans KHL. La seule raison qu'ils ont là, c'est parce qu'ils ne comptent pas contre le cap salarial jusqu'à l'âge de 22 ans. Puis ça les fait paraître bien d'avoir ces superstars-là et leur donner le privilège d'être capable de passer dans la Ligue nationale durant les séries en avril pour garder leur droit au cas qu'ils reviennent dans la KHL plus tard. Donc pour moi, c'est un peu ce jeu-là qui se joue. C'est très rare qu'un joueur jeune va se faire donner les minutes que Jarowski a reçues cette année. C'est très, très rare. Donc, dans la majorité des cas, on voit le yo-yo, 5, 12, 2, 30 secondes. Parce qu'il y a une règle dans la KHL. Tu dois avoir un jeune joueur dans ton alignement à chaque match. Mais la grande majorité des fois, c'est symbolique. Puis je pense qu'il y a un aspect qui est à considérer également. Je vais prendre l'exemple de Shilov exactement, là, qui vient de mémoire, c'est une ville d'environ 1 million d'habitants qui s'appelle Tyumen, qui est à quelque part dans le milieu de la Russie. T'as-tu un tuyau, man? T'as-tu un tuyau, man? Ben, c'est Shilov lui-même qui me l'avait dit, il me semble. Mais, donc, c'est près des monts Urals, c'est comme dans le milieu de la Russie et tout ça, c'est beaucoup plus loin de Moscou. Donc, c'est lui, disons, qu'il a grandi. Et les équipes, c'est des équipes qui ont moins d'argent dans la KHL. Donc, tu sais, des équipes comme Novokuznetsk ou Yekaterinbourg ou Chelyabinsk, des équipes comme ça. Donc, c'est sûr que ça devient plus tentant de dire, écoute, je vais aller en Amérique du Nord tant que
que d'aller à Moscou ou d'aller à Victoriaville ou peu importe, qu'est-ce que ça change vraiment pour moi? Je vais être loin de chez moi de toute façon. Alors que pour, par exemple, un Demidov qui vient plus de la région de Moscou, des joueurs comme ça, ou de Saint-Pétersbourg, ben là, ça devient peut-être un peu plus facile de se dire bon, ben je demeure pour le CSK ou pour le SKA et tout ça. Je pense que dans certains cas, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est Mikhail Grigorenko avec les Remparts. C'est un autre joueur qui venait de très loin. Là. Ouais. On dirait que ça peut peut-être les inciter pas mal plus à aller notamment à Québec. Ouais. Mihail Stefanovic aussi. Ouais, mais tu sais, moi, je pense. Ils avaient des bons moyens financiers à cette époque-là. Là. Et- Les cordons de la bourse se déliaient assez facilement à Québec. C'est là. ça. Puis l'autre chose que je voudrais aussi souligner, tu sais, on le voit là, cette année, Ryabkin. Ryabkin a fait toutes les ligues nord-américaines cette année. Là, la seule chose qu'il n'a pas touché, c'est la NCAA. Mais Ryabkin, lui, a fait le move de partir de la Russie en mi-saison parce qu'il savait qu'il n'allait pas avoir une bonne utilisation en KHL. Absolument. Puis c'était tout un drame en Russie. Là. Est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il s'en va pas? Il est allé à Muskegon, si je me trompe? Muskegon, ouais. Ouais, Muskegon a les C'est moyens chaud. financiers pour le faire. Donc, c'est certain que, tu sais, il y avait beaucoup de négociations qui ont eu lieu aussi pour lui inciter en termes d'argent puis essayer de convaincre son club de le libérer. Tu sais, c'est pas par chance qu'ils font ça. C'est parce qu'en Russie, en KHL, là, c'est une ligue de résultats. Ils s'en tapent de ton développement. Parce que la grande majorité des chances, c'est que quand son développement va arriver à point, il va partir. Ouais. Fait qu'il s'en tape. Il doit gagner aujourd'hui. Il y a une job à perdre s'il ne gagne pas aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, ce n'est pas une bonne place pour du développement pour la Ligue nationale. Très intéressant les questions. On vous invite d'ailleurs, si ça vous tente, d'en rajouter dans la barre de commentaires YouTube et ça va nous faire plaisir justement d'y répondre la semaine prochaine. Un gros merci de votre fidélité. On va en profiter pour saluer PO à la réalisation, également au montage, notre ami Olivier Paiement. Merci à Marty, merci à Marco, ici à Anthony Marcotte et on vous souhaite une bonne semaine. Retour à l'action de la Ligue nationale de hockey. On fera un tour d'horizon assurément la semaine prochaine dans Processus pour le prochain épisode. Bonne semaine et à la semaine prochaine. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.